L'humanité poursuit son quotidien, tandis qu'aux États-Unis, des enjeux politiques majeurs sont en train de se résoudre. En dehors des murs du pouvoir, les citoyens ordinaires préparent leur avenir, ignorant des bouleversements imminents. Mais un seul matin bouleverse tout. Pour une raison inconnue, tous les porteurs du chromosome Y dans la ville meurent instantanément. En d'autres termes, chaque être vivant masculin, des animaux aux hommes, disparaît, y compris le président du pays. Les seuls hommes encore en vie sont un jeune magicien du bois sans réel talent, nommé Yoro Brown, et son chien Capacina Harrison. En cas d'urgence, Regina Oliver devrait assumer la présidence. Mais lors de la catastrophe, elle se trouvait à l'étranger, et personne n'en a fait mention depuis. Logiquement, ce vide de pouvoir entraîne de graves conséquences. Des émeutes éclatent dans la ville, alors que des femmes paniquées commencent à détruire tout autour d'elles, incapables de savoir comment survivre. La tension monte à l'intérieur de la Maison-Blanche, alors que l'on réalise que dans 2 semaines, elles seront enfermées. Les réserves de bois et d'eau s'épuisent. La nourriture disparaîtra bientôt. Les animaux ne peuvent plus se reproduire. Et il est impossible de constituer des réserves suffisantes à temps. Et cela ne concerne pas qu'une seule ville. Cela impactera le monde entier. Le sénateur Jennifer Brown prend la tête de la direction. Bientôt, elle est rejointe par l'agent Sarah Bergen, membre de la force secrète 355 attachée au président. Sarah explique qu'elle a été envoyée ici face à une menace réelle, sans avoir reçu d'instructions détaillées sur sa mission. Pendant ce temps, Yoro reste enfermé dans son appartement pour éviter de devenir une cible pour les femmes paniquées. Mais lorsque les réserves commencent à décliner, il décide de laisser une note à sa copine et de sortir pour vérifier la situation. Parallèlement, le sénateur Brown envoie Sarah chercher sa fille Hiro, sans contact depuis le désastre. Yoro, lui, ne cherche pas à se cacher. Il se rend plutôt dans un centre de réfugiés pour venir en aide aux nécessiteux, notamment à la femme de son amoureux décédé. Ensuite, Yoro retourne à la cachette où ses amis sont réunis. À première vue, il semble que d'autres hommes survivent encore en ville. Mais il devient vite évident que ces hommes sont nés dans des corps féminins et ont transitionné via une thérapie hormonale. Pour cette raison, la mystérieuse pluie n'a eu aucun effet sur eux. À New York, l'évacuation commence et des véhicules militaires patrouillent dans les rues. Yoro doit se cacher pour éviter la capture militaire, mais il réussit à s'échapper vers un bar local pour laisser un autre message à sa copine, espérant qu'elle est encore vivante et le retrouvera grâce à son autographe. Il s'enfuit sans le savoir, mais cette fois, rien ne se passe comme prévu. Capacina s'échappe, forçant Yoro à le poursuivre. Le monstre indépendant descend dans un bus flottant et disparaît dans une eau remplie de corps morts. Contre son dégoût, Yoro décide de le suivre, incapable de perdre son seul ami. Un instant, il croit voir un autre homme près de lui, mais en allumant son flash, il ne découvre que de l'eau sale. Après être remonté, Yoro s'échappe dans un magasin de vêtements pour se changer, mais ne reste pas caché. Les clients remarquent l'étranger et s'interrogent. Une femme suggère de le capturer et de le livrer aux autorités contre une récompense. Mais, finalement déçu, il le laisse partir en lui offrant un vêtement propre. Le stress subi pousse Yoro au bord de la folie. En regardant des vidéos sur son téléphone, il se remémore le jour où l'Iran est entré dans sa vie. Et,
À l'écoute de la voix de son ami, le petit monstre réapparaît de sa cachette. Ensemble, ils retournent à la maison et s'y sentent en sécurité, jusqu'à ce que Yoro entende une porte s'ouvrir. Réalisant son erreur d'être seul, il doit se défendre. Armé d'une guitare et caché derrière un coin, il n'a aucune chance de tirer. Sarah intervient plus vite et plus fort, neutralisant Yoro, puis, après plusieurs heures, le ramène à sa mère, la présidente Brown. Les pilotes ayant amené Yoro à la Maison-Blanche sont placés en quarantaine. Sarah explique qu'ils doivent se reposer après ce long vol, mais tous comprennent la véritable raison. Personne ne doit apprendre que le fils du nouveau président a survécu ou que des soupçons de conspiration pourraient provoquer un chaos encore plus grand. Yoro lui-même n'est pas heureux de la situation. Après un court repos, il décide de parcourir les lieux, presque à marcher au cœur du désastre. Dans un bureau abandonné, il est repéré par Mara, la fille de l'ancien président. Jennifer et Sarah arrivent à temps pour prétendre que Mara souffre d'une crise mentale. Pendant ce temps, Yoro parvient à se cacher, mais la menace grandissante autour des conspirateurs s'intensifie et Sarah insiste pour qu'il quitte la Maison Blanche. La fille de l'ancien président tente de comprendre ce que sa mère a réellement vu ce soir-là. Jennifer assure à Mara qu'il ne s'agissait que d'hallucinations, mais Kimberly doute des paroles de Brown. Jennifer Brown ordonne à ses aides de trouver un généticien capable d'examiner Yoro pour comprendre ce qui s'est passé sur Terre et pourquoi il a survécu à la catastrophe. Le président prévoit d'amener des spécialistes à la Maison-Blanche, mais Sarah reste ferme. C'est trop dangereux et ils doivent éloigner Yoro de la ville. L'agent est prêt à relever cette mission risquée, mais doit agir rapidement. Pendant ce temps, en Israël, une femme blessée reprend conscience et, apprenant que tous les hommes sur Terre sont morts, annonce qu'elle doit désormais assumer la présidence des États-Unis. Nora Brady, ancienne conseillère présidentielle, doit voyager avec sa fille Mackenzie, ayant perdu son mari et son fils, laissés sans ressources. Nora peine à s'unir, mais finit par décider de se battre pour sa survie et celle de sa fille. La nouvelle tombe à la Maison-Blanche, Regina Oliver, la candidate présidentielle la plus importante, est vivante. Cette révélation divise les gens. Certains restent fidèles à Jennifer Brown, d'autres rallient Regina Oliver. Face à la situation, Jennifer n'a pas d'autre choix que d'agir avec Sarah et d'autoriser le transfert de son fils vers un lieu plus sûr. Sarah recrute les pilotes ayant transporté Yoro, les motivant avec des étoiles héroïques et des promesses de gloire éternelle en cas de succès. Le seul moyen de faire sortir Yoro discrètement est dans un véhicule chargé de cadavres. Le garçon tente de refuser et envisage un autre plan, mais Sarah reste déterminée. Ils ne peuvent prendre aucun risque, il doit accepter. L'agent réussit à duper Yoro et l'emmène à un hélicoptère qu'elle compte piloter elle-même. Un second hélicoptère, transportant uniquement des femmes, vole en éclaireur. Cependant, dès que les hélicoptères gagnent de l'altitude et disparaissent, l'hélicoptère perd le contrôle et explose dans un fracas. Yoro est horrifié, mais Sarah reste calme, sachant que c'était le prix du silence du pilote. Après plusieurs heures, Sarah et Yoro s'écrasent dans une forêt pour se reposer un moment. L'agent, dégoûté, demande à Yoro de retirer ses vêtements. Après avoir voyagé parmi des cadavres, il se sent mal et préfère laver ses habits avant de continuer. Pendant ce temps, la sœur de Yoro, Jiro,
cherche un lieu sûr accompagné d'un ami transgenre. Sur la route, ils entrent dans un magasin en quête de nourriture, mais y trouvent de Nora et Mackenzie effrayés. Observant la jambe blessée de la fille, Jiro demande à Nora de prodiguer les premiers soins pour qu'ils puissent continuer. De retour en forêt, Sarah et le groupe de Yoro sont attaqués par une bande de sauvages. Sarah tente de calmer les assaillantes, mais pour limiter les risques, Yoro enfile un masque et brandit un bâton pour les effrayer. Craignant qu'elles ne compromettent le plan, les inconnus s'éloignent, mais Sarah et Yoro décident de ne pas rester. Ils se dirigent vers la ville la plus proche, où ils achètent un générateur d'hélicoptères et des grenades pour une moto. Pendant que Sarah vérifie et règle la moto, Yoro, oubliant toutes les règles de sécurité, s'éloigne d'un quartier déserté, convaincu d'avoir vu sa copine se battre parmi la foule. Cette folie l'emmène dans un piège. Il est encerclé par des policières qui enlèvent son masque et découvrent son secret. Sarah intervient pour protéger Yoro. Après un combat contre les policières, elle réussit à le saisir. Mais dès leur fuite, elle stoppe la moto pour rappeler l'importance de la mission. Une mission que Yoro a presque sabotée. Cependant, Yoro, sa copine et leur nouveau compagnon trouvent refuge pour la nuit dans un château abandonné. Nora confie à Yoro que sa fille souffre de problèmes médicaux et a besoin d'antibiotiques. Mais les pharmacies ont été pillées il y a longtemps et les maisons sont vides. Terrifiée et impuissante, Nora sort pour cacher ses pleurs à sa fille. À l'extérieur, elle fait face à un nouveau danger. Les femmes à moto apparaissent dans le jardin, revendiquant la propriété de la maison et se montrant hostiles aux nouveaux venus. Les autres invités sont rapidement découverts également. Les femmes les emmènent dans un établissement pour les éliminer. Cependant, Nora remarque un point faible qui pourrait les sauver. Une des passagères est blessée et Nora demande à Jiro de l'examiner et de l'aider. Jiro fait de son mieux, mais la blessure est trop grave et seuls des pansements et vêtements en papier sont disponibles. Les soins improvisés n'améliorent pas l'état. Le leader des femmes, Roxane, décide de mettre fin à la souffrance de la fille. À la surprise de Nora, Roxane se révèle gentille et compréhensive. Elle invite les invités à passer la nuit chez elle et promet de fournir les antibiotiques dont Mackenzie a besoin. En suivant Roxane, Jiro réalise que les antibiotiques ne sont qu'une petite partie des ressources du groupe, qui possède une maison entière remplie de provisions. Pendant ce temps, Sarah et Yoro continuent leur route vers Boston, espérant retrouver le généticien Allison Mann. Mais à l'entrée de la ville, ils tombent sur un checkpoint militaire fortement gardé, équipé d'oxygène. Sarah propose de se séparer. Elle va distraire les soldats pendant que Yoro et Capesina s'échappent autour du blocage. Lorsque les collègues de Boston se rencontrent, Sarah réalise rapidement que l'absence de hommes n'a pas évacué le monde du crime. Les groupes rebelles attaquent constamment Harvard en essayant de trouver des réponses. Le plan marche. Pendant que Sarah garde les soldats occupés, Yoro s'échappe dans le bâtiment de la maison pour se cacher. Cependant, là, il tombe dans les mains des rebelles, à risque d'exposition. Mais malheureusement, il le méprise pour un trans et la laisse partir, même lui disant où trouver ses gens, trouver les hormones nécessaires et se cacher. Enfin, Yoro et Sarah se trouvent à l'appartement d'Allison Mann et ensuite à son bureau à Harvard. Le généticien n'est pas content de voir des visiteurs étranges, mais au moment où Yoro retire son masque, elle comprend immédiatement pourquoi ils sont là. Cependant, c'est impossible de travailler à Harvard. Il n'y a pas d'équipement ni de sample biologique. Donc, elle suggère que l'unique option est de voyager à San Francisco pour utiliser le laboratoire là-bas.
Sarah s'est rendue compte d'un autre voyage dangereux, mais elle sabotage secrètement son radio en coupant sa seule ligne de contact avec le White House. Plus tard, elle utilise la malfonction du radio comme une excuse pour partir et demande à Yoro de regarder le généticien pendant qu'elle trouve une autre façon de communiquer. Par contre, les luttes politiques s'arrêtent, mais pas tout le monde se concentre sur eux. L'une des aides de Jennifer Brown, Christine, se fait mal et a peur qu'elle ait perdu son bébé. Un ultrasound révèle le contraire. La prenance avance et c'est très possible que l'enfant soit mâle. Sarah tombe dans une maison étrangère et découvre que le propriétaire est aussi compétent et dangereux que l'agent secret lui-même. Une lutte se déroule entre les deux, femmes. Mais une fois qu'elles parlent, elles réalisent qu'elles travaillent pour la même organisation et qu'elles sont venues pour la même raison, pour trouver le propriétaire et l'attirer. En apprenant de l'accident de l'hélicoptère, Jennifer est très inquiète, mais Christine essaie de la calmer. L'équipe de recherche rapporte qu'elles ont trouvé seulement 2 corps de pilote. La relâche est très courte, car le président réalise que Sarah a probablement orchestré l'accident pour éliminer des témoins inutiles. Une terrible pensée croise son esprit. Son fils est en compagnie d'un criminel dangereux et personne ne sait ce qu'elle pourrait lui faire. Regina Oliver, le candidat présidentiel, est apporté à la Chambre des communes. Saisant cette opportunité, Kimberly commence à planer un coup pour éviter la haine de Jennifer Brown. En même temps, Allison Mann confesse à Yoro qu'elle ne croit pas au succès de sa recherche. Elle ne sait pas s'ils auront les ressources pour découvrir pourquoi les hommes sont morts ou si c'est même possible de revivre l'espèce féminine. Une chose est certaine, les moments difficiles sont à l'avant pour Yoro et son propriétaire. Bientôt, ils eux-mêmes devront devenir des sujets expérimentaux. Sarah retourne à l'office et propose qu'ils s'éloignent. Elle lie à Yoro, prétendant qu'elle a parlé à sa mère, et maintenant, ils ont l'autorisation de voyager à San Francisco. Le trio démarre sur leur voyage, sans savoir que la patrouille militaire est déjà circulant dans la ville avec la photo de Sarah. Lorsque les femmes attendent une fenêtre sécurisée entre les lancements de gaz, Yoro décide de visiter le lieu dont les rebelles l'ont raconté. Une communauté transgenre où il peut enlever son masque et montrer son vrai visage sans peur. Sarah est fière de Yoro's dernière manœuvre, mais bientôt, il devient clair que le vrai thème n'est pas lui, c'est elle. La patrouille arrive à la communauté et dévoile sa photo. Le trio ne s'échappe pas du poignet du chasseur et se cache dans une église où Sarah est forcée d'admettre qu'elle n'a pas de communication avec le White House et qu'elle a fait toutes ses décisions seule. En même temps, Yoro, sa amie et Nora, avec sa fille, continuent de vivre dans la commune de Roxane. Au premier regard, il semble qu'ils ont trouvé un vrai paradis, la nourriture, la médecine et la sécurité. Mais quand Nora essaie de séparer sa fille d'un autre rendez-vous féministe radical, Roxane s'envole en rage. Elle leur rappelle qu'elles sont des invitées et doivent obéir à ses règles et écouter tout ce qu'elle dit. Roxane ne lâche pas l'effort de faire que le jeune Mackenzie déteste les hommes et rejoigne son mouvement. Un autre rendez-vous est interrompu par une alarme de bataille. Les femmes érectent rapidement des barricades et s'arment elles-mêmes pour défendre le supermarché. Les attaquants deviennent une petite groupe de femmes désespérées avec un enfant. Roxane s'envole pour les rencontrer, mais elle n'accepte plus d'extraterrestres. Même un enfant ne réveille pas de sympathie et elle empêche les réfugiés de les aider. En même temps, Allison découvre parmi les choses de Sarah un poster voulu pour l'agent. Elle suggère que Yoro doit flipper pour éviter d'être en danger par Sarah, mais le garçon refuse de trahir son amie. Il sait qu'elle cache quelque chose d'eux. Ce soir, Roxane réunit sa communauté pour une sorte de célébration. Au début de la cérémonie, elle raconte à la foule de Laura l'un des membres du mouvement. Tout a l'air innocent à l'avance, mais au fur et à mesure que la célébration progresse, Yoro et ses compagnons commencent à ressentir quelque chose de très étrange. D'abord, ils embarrassent Laura avec de la terre, puis l'immersent dans un canapé, et quand elle se lève, ils l'appellent à nouveau. Athéna, tout cela est extrêmement insatisfaisant. Sam, l'ami trans, part de la salle. L'un des membres du
Mouvement lui suit pour le dire de ne pas confronter Roxane, mais au lieu de le faire, il est le seul à être endommagé. Il est immédiatement appelé à une réunion à la Maison-Blanche. Jennifer reçoit un rapport que la partie de recherche a localisé Sarah et est en train de préparer un embouche. Le président commence à s'inquiéter que les chercheurs pourraient aussi trouver son fils. À ce moment-là, Allison a réussi à convaincre Yoro de partir et les deux s'esclavent dans la forêt. La tension augmente quand les chercheurs essayent de se retrouver avec Yoro et Allison, mais Sarah neutralise les soldats et détruise leur radio en coulant le signal à la Maison-Blanche. Ce soir, Laura se réveille à l'appel des cris, essayant de rester calme. Elle regarde à l'extérieur et voit une foule de Amazones qui punissent une fille pour parler avec Sam. Les beauties souriantes prouvent être insolentes, mais Laura décide de ne pas intervenir. Elle veut que sa fille soit en sécurité, et pour cela, elle est prête à jouer par leurs règles. Sarah trouve un truc et le groupe continue leur voyage vers San Francisco. Malgré l'essai de Yoro et d'Allison de s'échapper naturellement, les tensions augmentent. Sarah ne trouve plus de compagne, ce qui fait un autre désastre. Elle tombe dormante sur la roue et le véhicule s'éloigne de la route. Après avoir sorti de l'accident, Allison essaie de trouver Sarah, mais elle n'est plus dans le siège de la conduite. Au lieu, un convoi de véhicules militaires apparaît près et ils n'ont rien à voir avec la Maison-Blanche. Jennifer est informée de l'incident, ainsi que du fait qu'entre les fugitifs, il y avait un homme. Par contre, le président s'efforce de détruire l'espoir de son fils. Yoro récupère sa conscience dans une maison inconnue, dans un lit à côté d'une femme également inconnue. S'ascendant, il cherche son chien, mais au lieu rencontre les gens qui l'ont amené à ce lieu. Les habitants de la ranch semblent assez paisibles, mais refusent de dire où sont ses compagnons. Par contre, les filles se réveillent dans une salle de prison, complètement inconscientes de où elles sont ou comment s'échapper. Jennifer parle aux habitants de la ville qui survivent, leur demandant d'accepter l'évacuation et de ne pas inciter le chaos dans la foule. Le président voit un visage familier, Beth, la copine de son fils, qui avait tout ce temps été à l'hôpital. En parlant avec Beth, Kimberly continue secrètement de persuader Regina de détruire l'espoir et de prendre son lieu. Malgré l'atmosphère amiable, Yoro n'est pas libéré. Au contraire, il est emprisonné dans une salle avec les filles, pour que la communauté puisse décider de quoi faire avec les prisonniers. En même temps, une nouvelle arrive. Une nouvelle maladie d'influenza a été découverte en Pintamontisas, Grèce. Jennifer se met immédiatement dans cette nouvelle crise, mais elle rencontre aussi un autre problème. Mara apparaît dans le centre de commande, demandant de savoir si les rumeurs sur un certain quelqu'un qui attend dans la salle sont véritables. La pression devient insupportable et les tensions s'accrochent à nouveau. Yoro et Sarah se battent, mais l'argument s'arrête rapidement quand la porte lourde s'ouvre et une femme de la résidence entre. Elle informe les prisonniers qu'ils peuvent rester jusqu'à ce que Sarah se rétablisse. Après, ils seront escortés hors de la ville pour pouvoir continuer leur voyage vers San Francisco. Les résidents de la ranch donnent à Sam un dormitoire séparé. Avant de dormir, elle prévoit Yoro de rester en alerte et de ne pas confier à personne. Mais Yoro est convaincu. La ferme paraît chaleureuse et accueillante, offrant hospitalité à quiconque y arrive. On y trouve de la nourriture en abondance, de l'électricité et de l'eau courante, des luxes devenus rares dans la plupart des régions depuis l'effondrement. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, la souffrance de Mara atteint un seuil insupportable. Elle se hisse jusqu'au toit, le cœur lourd, et se laisse tomber dans le vide, convaincue qu'elle pourra ainsi rejoindre son mari et ses enfants disparus. Avant ce geste tragique, elle laisse à sa fille une lettre, mêlant excuses et encouragement à rester forte face aux épreuves à venir. Pendant ce temps, Beth retourne en ville. Mais contrairement à ce qu'elle avait affirmé à Jennifer, elle ne se rend pas auprès de ses amis. Ses pas l'amènent directement vers un véhicule de rebelles où elle rejoint un groupe qui prépare une offensive contre la Maison-Blanche. À la commune de Roxane, Kate, l'une des Amazones, exprime son désir de quitter la communauté. Roxane, implacable, lui rappelle les règles sévères en lui tirant une balle dans le dos. Cependant,
elle dissimule la vérité aux autres membres, présentant l'incident comme une attaque menée par des nomades afin d'éviter une vague de défection. Elle ordonne alors à ses troupes de suivre un entraînement intensif au tir et annonce son intention d'expulser les visiteurs. Nora, informée de cette décision par un membre, va plaider sa cause auprès de Roxane, demandant que Mackenzie et elle puissent rester. Ses supplications restent vaines. Roxane accorde à Nora et à sa fille seulement quelques jours supplémentaires avant de devoir partir. Elle repense à la manière dont elle a découvert ce lieu, à la façon dont elle a bâti la commune des Amazones dès le premier jour, se voyant comme la seule dirigeante légitime. Pour elle, rien n'a changé depuis la fondation. Elle continue de dicter des règles strictes et d'entretenir l'idée que, hors de leur enceinte, il n'existe que la peur, le danger et la mort. Chaque jour, elle organise des assemblées où les femmes doivent évoquer les pires agissements des hommes et renforcer leur conviction que Roxane est leur unique source de sécurité. Sam se voit interdire l'accès à ces réunions et commence à envisager son départ. Elle élabore un plan pour occuper les maisons d'hôtes situées près de la plage et y fonder sa propre communauté. Jiro, cependant, commence à tomber sous l'influence de Roxane et n'est plus certaine de vouloir quitter les lieux. Une part, confrontation émotionnelle éclate entre Sam et Jiro, ce qui offre à Roxane une nouvelle occasion de manipuler cette dernière. Elle lui insinue que, même venant d'un homme, de telles paroles ne devraient pas être tolérées. Les deux amis finissent par se séparer et le soir même, Roxane expulse Sam, lui permettant seulement d'emporter un peu de nourriture au matin suivant. Sans révéler à Jiro qu'elle a elle-même autorisé le départ de Sam, Roxane joue la carte de la compassion et cherche à la consoler. Elle organise même une fête de paix pour célébrer le départ de tout élément masculin. Les rires et la musique couvrent la rancune silencieuse de Nora, qui ne s'est jamais sentie à l'aise dans ce groupe. Profitant de la nuit, elle met le feu au centre commercial alors que tout le monde dort. Les Amazones survivent à l'incendie, mais perdent l'essentiel de leurs affaires. Nora masque sa satisfaction derrière une expression de douleur. Ravie de son acte, elle se prépare à quitter la commune en pleine nuit. Elle se rend dans la forêt pour vérifier ses affaires, mais découvre à la place un véhicule de police, abandonné près de la rivière, rempli de corps. Elle comprend alors que Roxane n'est pas celle qu'elle prétend être et décide d'utiliser cette révélation à son avantage. Choisissant un moment où Roxane est seule, Nora l'affronte avec ses découvertes. Roxane accepte de garder le silence en échange de privilèges. La meilleure nourriture, la meilleure protection et un confort garanti pour elle et sa fille. Mais Nora ne s'arrête pas là. Elle propose également d'aider Roxane à maintenir son emprise sur le groupe malgré la perte des ressources en veillant à ce que personne ne l'abandonne. Roxane accepte l'offre. Peu après, elle rassemble ses partisans et leur adresse un discours galvanisant, promettant de surmonter toutes les épreuves et de vaincre les dangers du monde extérieur. Pendant ce temps, Sarah se remet lentement et reprend même ses entraînements malgré des hallucinations persistantes. Elle garde un œil attentif sur Yoro, qu'elle soupçonne de baisser la garde et d'accorder une confiance excessive aux villageois. Ses soupçons s'intensifient lorsqu'un habitant l'interroge au sujet d'un objet trouvé dans un véhicule. Refusant de révéler sa nature, Sarah cache surtout cette information à Yoro. De son côté, Jiro découvre une autre communauté, un groupe de femmes ayant érigé un monument en mémoire de l'esprit des hommes, tout en prétendant défendre les droits féminins. Roxane organise alors un raid contre cette ville symbolique, visant à piller nourriture et matériel. Mais au lieu de se limiter au vol, ses troupes saccagent frénétiquement les lieux. Nora, choquée, tente de raisonner Roxane, qui persiste, à croire que cette voie est la bonne. Parallèlement, Regina Oliver, rongée par la maladie, prépare un coup contre Jennifer Brown. Elle ordonne à ses alliés d'agir dans la demi-heure. Elle cherche le soutien de Kimberly, mais celle-ci, anéantie par la mort de sa mère, refuse de participer à la rébellion. Sous le bâtiment du gouvernement, l'équipe de Beth installe des explosifs. Jennifer est convoquée au centre de
Commandement est accusé d'avoir dissimulé des informations sur Yoro pour protéger son assistante enceinte. Acculée, elle avoue que son fils est vivant et qu'elle l'a envoyé chez un généticien pour sauver l'humanité, sans savoir s'il a atteint sa destination. Ses alliés d'hier se rallient désormais à Regina, exigeant qu'elle renonce et cède le pouvoir au véritable président. La discussion est brutalement interrompue par une explosion qui secoue le bâtiment. Les rebelles font irruption et forcent le service de sécurité présidentielle à déposer les armes. Jennifer reconnaît Beth malgré sa cagoule, mais celle-ci lui fait signe de se taire. Regina, espérant devenir présidente, disparaît dès que la situation semble tourner. Jennifer prend alors la responsabilité de négocier avec les assaillants. Les rebelles tentent de faire sortir les otages du centre de commandement, mais Regina surgit, se proclamant présidente légitime et accusant même ses alliés de trahison. Comme coup final, elle annonce que le fils de Jennifer est toujours en vie. Un rebelle met fin à son délire d'une balle dans la tête, mais le mal est fait. Ses paroles sèment le chaos dans les rangs. Pendant ce temps, l'attente prolongée de Yoro dans le bâtiment attire des convoitises. Certaines femmes, en manque de la présence d'hommes, cherchent à l'approcher. Profitant de ce moment, alors qu'Allison discute avec les locaux, Sarah se glisse dans la forêt pour détruire l'antenne ayant trahi leur position. Les rebelles échouent à évacuer les otages à temps. Une faction rivale tire à travers le système de ventilation, semant la panique et abattant plusieurs personnes. Beth, en secret, libère Jennifer de ses liens et tente de l'évacuer, mais l'assistante enceinte, Christine, est en danger. Kimberly intervient pour la protéger et toutes deux atteignent la sortie. Dans la ville symbolique, Roxane met la main sur un carnet listant les noms de tous les hommes encore en vie. Elle fixe un nouvel objectif, les traquer un à un pour libérer la planète. Les Amazones choisissent de commencer par un jeune homme qu'elles ont déjà croisé, désormais installé dans un village voisin. Nora lui montre un portrait. C'est Yoro Brown. Beth remet à Jennifer son uniforme avant de partir. Jennifer confirme que les propos de Regina étaient vrais. Yoro vit encore. Roxane et Nora se mettent en route pour localiser le village, où elles pensent que l'homme se cache. Sentant le danger, Sarah presse ses compagnes de partir au plus vite. La nouvelle contrarie Yoro, mais il ne souhaite pas s'opposer à l'agent. Déjà, Roxane a identifié le domaine et prépare ses troupes pour l'assaut dans les heures qui viennent.